Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les amis, tout le monde est là? Hein, moi je vais très bien, hein, je suis là. On ne s'est pas parlé depuis un certain temps, ça fait quoi? Ça fait, allez, plusieurs semaines quand même aujourd'hui. Bon, on va essayer de remédier, hein. On attend d'être un certain nombre et puis on y va. Salut, Kisligwell, notre artiste du côté de la Chine. C'est l'ambassadeur de la culture camerounaise du côté de la Chine. Et puis précédemment, on écoutait une chanson de Janvier Dac. Alors c'est un virtuose de la musique camerounaise qui nous a quittés de manière très précoce. Il chantait en boulou et son style musical c'était un bol work musicalisé, hein. Il avait ajouté des touches de musique de jazz, un peu de soul avec une vraie émotion. Il nous a quittés précocement et pas assez reconnu de son vivant. Pourtant, il a fait des œuvres d'anthologie qui sont pas connues, qui ne sont connues que des puristes. Voilà, Janvier Dac, cherchez ce nom-là, allez sur YouTube, regardez qui était Janvier Dac. Vous verrez que en matière de musique camerounaise, de Bikutsi, il n'avait pas son pareil. De temps en temps, il faut rendre hommage à certains des nôtres qui se sont illustrés de manière très positive. Alors, si tout va bien, si vous nous entendez bien, ce serait bien de vous signaler. Dites-nous, est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Faites-nous un petit message en commentaire pour nous dire oui, et puis on va y aller. Comme ça, on ne perd pas de temps. Hein? Nos amis qui sont à l'écoute, est-ce que le son est bon? La qualité de l'image, est-ce qu'elle y est? Si oui, bon, on va y aller. Ah, salut, Miguel, un artiste camerounais, mais très international dans l'approche, hein. De toute façon, il évolue en Chine. Donc, vous comprenez que c'est des pays où il y a un haut niveau d'exigence en termes d'excellence, de qualité. On ne peut y faire long feu si on est, si on ne s'inscrit pas dans cette veine. Le père de Miguel est un grand fan de Janvier Dac. Ah ouais, c'est Janvier Dac. J'ai rarement été touché hein, au niveau de la sensibilité par un artiste comme ça a été le cas. D'ailleurs, c'est un artiste que j'ai connu, pour ne rien vous cacher, il y a quoi, bientôt 25 ans. Là, je l'écoutais une fois à la radio et je m'étonnais de voir qu'un type comme ça n'était pas assez connu. Donc j'ai demandé à le rencontrer et on a eu un petit cheminement pendant toute une période. Je crois d'ailleurs on avait eu un disque de l'année avec lui, Jean Dac à l'époque. Et après, nous nous sommes perdus de vue, les voyages aidant. Mais c'est quelqu'un qui garde une très très grande place dans mon cœur de mélomane. Ah, Armel nous rassure, tout est nickel. Salut Majda, Majda, notre sœur de la Côte d'Ivoire. Merci d'être là, Majda. Ah, merci de la fidélité. Donc, si le son est bon, on va devoir y aller. On perd pas le temps. Bonsoir, les amis. Je suis Morgane Palmer. Je suis un dirigeant de médias, consultant en intelligence stratégique, établi dans son propre cabinet depuis bientôt une vingtaine d'années. Pour ceux qui vont me découvrir, parce que les gens me reprochent souvent de ne pas assez faire d'édification. Et pourtant, l'édification, c'est important pour poser le décor, planter le décor. Donc, ça fait plusieurs mois aujourd'hui que j'ai pris sur moi de faire des communications pour partager une partie de mon expérience, pour partager mon savoir, celui glané autour d'un long parcours qui a commencé très précoce. J'étais jeune à l'époque, quand j'ai commencé à faire les médias, travailler dans la radio.
ensuite la télé, et puis par la suite, il y a eu un enchaînement d'événements et le hasard de la vie qui m'a toujours mis comme témoin oculaire et auriculaire des grands événements de ce monde. À un certain âge, je crois que j'avais à peine 17 ou 18 ans, je me suis retrouvé dans l'action politique, encouragé par un type qui s'appelle Philémon Tcham. C'est lui qui m'a détecté cette vocation, si on peut appeler ça comme ça, et j'ai été incorporé à l'organisation d'un bureau politique à l'époque qui est en tant que membre fondateur de la jeunesse, comme les jeunesses mitterrandiennes, c'était les jeunesses présidentielles du Cameroun avec Paul Biya. Et donc à ce titre-là, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup entendu à un âge où j'étais très jeune. Sauf que je m'en suis éloigné très rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai découvert un côté de la politique que j'aimais pas. Le côté mensonge, le côté où on dit duplicité, où on dit des choses qu'on ne fait pas. Et notamment, l'une de ces choses à l'époque, c'est que moi, je m'étais abreuvé au libéralisme communautaire du président Biya. C'est son livre qu'il a écrit, qui était un livre-projet de société. Et sauf que bon voilà, aller côtoyer tous les jours, j'ai compris que non, non, c'était pas une société du mérite, c'était pas une société de l'excellence, c'était une société du copinage où les cooptations se faisaient à tout bout de champ pour avoir des postes de responsabilité. Bref, il n'y avait pas assez de patriotisme, pas des gens qui aimaient leur pays pour avancer. Donc moi, j'avais rien à faire dans un groupe comme celui-là. Sauf que c'est un épisode de ma vie que je ne regrette pas, puisque ça m'a permis de connaître à peu près la quasi-totalité de ceux qui sont dans la gouvernance du Cameroun aujourd'hui. J'ai connu certains directement, d'autres indirectement, et ça m'a donné tout le savoir que j'ai sur notre pays. Aujourd'hui, je suis une bibliothèque, mais avant, il y a à peu près 8 mois, j'avais jamais parlé, je ne m'étais jamais mis en avant. J'étais en fâcherie contre ces systèmes, mais j'avais décidé de ne pas en parler, de rester dans mon coin, jusqu'à ce que je sois l'objet d'une tentative d'assassinat au Cameroun, après que j'ai simplement répondu avec bon cœur à l'appel de frère là-bas. Oui, tu as fait le tour du monde, nous avons un problème, un projet, est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main? Je suis allé donner ce coup de main. La conclusion de l'affaire a été, je suis parti avec 568 000 euros de dettes qui m'ont été complètement escroquées par Monsieur Parfait-Simple, mais en fait, Émile Parfait-Simple, mais il n'était pas seul. En fait, c'était une organisation, je suis tombé dans un schéma, comme on dit au Cameroun. Le schéma, c'est lequel? C'est qu'on vous fait venir, après on vous utilise, on vous prend votre argent, et quand il faut se débarrasser de vous, on utilise les forces de l'ordre, la justice qui est complètement aux ordres, et puis un matin, vous vous retrouvez à la rue. Et si vous êtes un peu résistant, comme ça a été mon cas, et bien votre vie est, il y a un attentat sur votre vie. Bon, dans mon cas, j'ai eu la chance d'être dans un pays, comme je vous l'ai dit, où j'ai quand même ma part de connexion. Et je tiens toujours à le rappeler, ce n'est pas tous les Camerounais qui sont pourris. Non, même dans le système, il y a beaucoup de gens de qualité. La preuve, je dois la vie à qui? Je dois la vie à la police camerounaise, notamment à la PJ de Douala, à qui je rendrai toujours un hommage. C'est eux qui m'ont protégé le jour où on est venu m'enlever pour m'assassiner. Et quand je dis on, c'est pas totalement indéfini. C'est des gens qui sont identifiés. C'est un groupe qui s'appelle La Pieuvre au Cameroun, dirigé de main de maître par le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, M. Ferdinand Ngongo, qui a donc des tentacules ramifiés au niveau des services secrets camerounais par le directeur général adjoint de ces services secrets, M. Elundu Mesma, colonel, ramifié au niveau de la gendarmerie nationale, et puis ramifié aussi au niveau de la justice camerounaise, parce qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. C'est des gens qui s'entendent, c'est du copinage. On donne un peu d'argent à un procureur, et puis il vous balade, ou alors il vous donne tort, même quand vous avez raison. Donc voilà, c'est juste pour planter le décor. Et vous comprendrez pourquoi je reviens sur cet épisode. C'est pas que mon cas personnel, et j'en fais quelque chose de particulièrement préoccupant. C'est passé il y a quelques mois, mais je reviens sur ça pour mettre ce qui s'est passé
à Malabo, en Guinée équatoriale, en résonance avec ce qui pourrait avoir lieu au Cameroun. Est-ce qu'on est suffisamment nombreux pour commencer réellement à dire les choses? Est-ce que vous avez vu, ça a ému tout le monde? Vous savez, moi, la Guinée équatoriale, c'est un pays pour lequel j'ai une grande affection. C'est un très grand pays. Pourquoi? Parce que les citoyens de ce pays sont des patriotes. C'est des gens qui aiment leur pays. Et quand ils ont eu l'argent, notamment du pétrole, le président Obiang avait pris le temps de stocker de l'argent, pardon, de stocker de l'argent. Il a stocké jusqu'à un certain volume. Et puis il s'est dit, nous n'avons pas seuls les moyens de construire le développement. Nous sommes un pays où il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a convoqué les cerveaux de partout dans le monde pour que chacun vienne dire la vision qu'il avait, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour transformer son pays. Et une fois que ces cerveaux se sont exprimés, eh ben, il a donc sorti cet argent qu'il avait stocké pendant des années et des années pour le mettre, donc l'affecter à la réalisation du projet. Si vous allez en Guinée équatoriale aujourd'hui, c'est juste exceptionnel comme pays, en tout cas en Afrique centrale. Plus de 80% de taux de routes bitumées, des aéroports partout, des autoroutes, hein, et disons même qu'il y a plus d'infrastructures que la population ne peut utiliser. Donc, c'est un pays pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui m'émeut, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Quand j'ai entendu parler du scandale de cette histoire de vidéo intime qui se baladait sur Internet, je vais pas être, je vais être honnête avec vous et sincère, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie ces vidéos. Pourquoi j'ai demandé à ce qu'on m'envoie ces vidéos? Pas parce que je suis spécialement un chantre du voyeurisme, non, pas du tout. Mais parce que j'y ai des amis. Et je me suis dit, certainement, c'est possible que mes amis se retrouvent endeuillés par ce scandale. 400 vidéos de femmes, de gens, de femmes, de filles, de familles et tout, qui se retrouvent comme ça. Donc j'ai eu une pensée pour mes amis là-bas en me disant, ah, peut-être certains sont en train de vivre un drame, donc il faut peut-être que je le sache par moi-même pour pouvoir les consoler, les appeler pour les remonter. Et donc j'ai eu le temps de visionner pas mal de ces vidéos. Alors, pendant que je les visionnais, je pense que ce n'était pas une très bonne idée que notre frère a eue. Je n'ai pas envie d'être donneur de leçons, parce que l'homme est fait comme ça, l'homme est faible, et il n'y a pas de vie sans péché. Par contre, si je pouvais faire une petite suggestion pour vous qui nous regardez, et même pour le frère qui a fauté, c'est que déjà, c'est un peu limite de s'en prendre aux femmes des gens. C'est pas bien de sortir avec les femmes des gens. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, il faut pas filmer. Il faut pas filmer vos débats avec les gens. Parce qu'il peut arriver, comme c'est le cas actuel, que vos disques se retrouvent dehors. Et puis vous voyez, ça crée un drame social. Ça crée un drame. Là où nous sommes dans quelque chose dont on n'a même pas encore évalué les coûts pour la société équato-guinéenne. Donc c'est très très dangereux, il ne faut pas le faire. Même si c'est la femme qui vous dit, allez, c'est pas la peine, hein, c'est un moment d'intimité, partagez-le ensemble. Là, séance tenante, peut-être, allez, petite vidéo, pouvoir à deux, mais effacez-la aussitôt. C'est pas, faut pas garder des choses comme ça, c'est pas bien. Alors, je ne sais pas de vous parler de la Guinée équatoriale que j'ai demandé qu'on se retrouve aujourd'hui. J'ai demandé qu'on se retrouve parce que je vais mettre en résonance ce qui s'est passé en Guinée équatoriale et ce qui pourrait se passer au Cameroun. Puissance 10 000. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, je vous avais dit ici que M. Émile Parfait Simba, donc ce monsieur qui s'est illustré par l'arnaque de 300 000 familles au Cameroun, dans un autre registre, pendant la période où j'étais pourchassé par leurs équipes de tueurs, en tout cas les équipes de tueurs mises à sa disposition par Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Alors j'ai découvert de manière fortuite qu'ils avaient tout un réseau de caméras cachées installées
dans son immeuble à lui par Fessim et certainement dans d'autres structures. Dans son immeuble, je peux l'affirmer. J'en ai des preuves. Dans d'autres structures, certainement, parce que je vais vous mettre, vous allez comprendre pourquoi je vous en reparle aujourd'hui. Donc ces gens-là, à la différence de notre frère de la Guinée équatoriale, ils ont installé un dispositif illégal de captation d'images dans des maisons où ils font venir des gens, pleines de personnalités y sont passées, pleines de femmes de personnalités y sont passées également, pleines de Camerounais lambda aussi, et ont été filmés à leur insu, pardon, dans leur intimité, qui était en relation sexuelle avec son mari. Et ces gens, ils ont développé une formidable banque d'images. C'est juste un scandale, cette histoire. J'en ai parlé à l'époque et tout, et je vous disais, j'ai des preuves, puisque c'est quoi les preuves que j'ai? Quand j'ai revendiqué le paiement des 568 000 euros que ce monsieur me devait, pour me faire fuir au Cameroun, il s'est trouvé que j'ai été approché par quelqu'un de l'armée du Cameroun qui était proche d'eux, qui m'a dit oui, tu sais que Simba a des vidéos intimes sur toi. Je dis ah bon? Il m'a dit oui. Et d'ailleurs, le risque que tu cours aujourd'hui, c'est qu'ils vont balancer ça dehors. Je lui ai dit écoute, moi très bien. Je ne suis pas une couille molle, je ne suis pas un mec qui se dégonfle. J'ai passé 30 ans de ma vie à organiser la façon de vivre pour que je ne sois pas pris à défaut. Qu'il n'y ait pas de différence entre ce que je prêche comme discours au quotidien, dans mon métier, dans les autres actes de la vie sociale, qu'il n'y ait jamais une discordance entre les deux. Alors, si vous avez des images sur moi, eh bien, diffusez-les. Je m'en fous, mais je ne renoncerai pas. Diffusez-les, sauf que ce que les Camerounais verront, ils verront simplement un homme normal qui vit une vie amoureuse normale dans l'intimité comme tout le monde. Vous ne verrez pas des images de moi couchant des petits garçons ou couchant des enfants. Bref, vous ne verrez aucune image de moi qui puisse être de l'ordre répréhensible. Donc, voilà comment j'ai mis un terme à ce chantage. Mais, pour vous dire, puisque même s'il me l'a écrit, tout ce que je vous dis là, il y a des preuves, hein, même s'il me l'a écrit. Et donc, j'ai compris, en échangeant avec un certain nombre de gens là-bas, qui étaient de son organisation, qu'ils ont installé ce dispositif comme levier de chantage, parce qu'ils étaient dans l'idée de pouvoir prendre le pouvoir au Cameroun. Mais comment prendre le pouvoir en mettant tout le monde au pas? Bon, on utilise l'argent, oui, on utilise les réseaux, mais aussi on utilise l'arme du chantage, qui est quoi? Notamment qui est cette formidable banque d'images. C'est pour ça que je vous dis, chez Sim, c'est certain, mais maintenant, je suis sûr que Sim étant affilié à ces gens-là, donc la bande à Ferdinand Ngongo et compagnie, ça m'étonnerait que ce soit les seules banques d'images qui existent, sachant que ces derniers ont investi à peu près dans tous les secteurs au Cameroun, immobilier, hôtellerie et compagnie. D'ailleurs, j'ai eu à dormir dans l'hôtel de l'un d'eux à Kribi. Donc pour vous dire quoi, je ne vous dis pas ça par hasard. Je vous dis ça pour que vous compreniez très bien la mafia dans laquelle le Cameroun est et la grenaille dégoupillée qu'on maintient juste pour qu'elle n'explose pas, sur laquelle notre pays est aujourd'hui. Donc moi, personnellement, j'ai été l'objet d'une menace de diffusion. Je l'ai dit, vous diffusez tout ce que vous voulez. Moi, déjà, je n'ai aucun problème avec la pudeur. Moi, je ne suis pas quelqu'un de pudique, ça ne me gêne pas que les gens me voient faire ce qui est naturel, ce que tout le monde fait. Si vous aviez des choses contre moi réelles, en ce moment, je m'aurais été gêné pour commencer à négocier, mais si c'est ça, diffusé. Sauf que dès que vous allez le faire, vous allez m'enrichir jusqu'à la fin de ma vie. Parce que vous payerez. Vos histoires que vous faites en Afrique, parce que les gens ne connaissent pas leurs droits, ça ne se passe pas comme ça partout ailleurs dans le monde. Et je suis capable de vous poursuivre partout dans le monde à partir du moment où vous le faites. Je ne sais pas pourquoi leurs menaces n'ont pas été mises à exécution. En tout cas, je n'ai pas marché au chantage. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont une organisation au Cameroun aujourd'hui, hein, donc cette organisation, la Pieuvre, qui utilise l'arme du chantage à la vidéo intime des gens. Je vous le dis, il faut que vous en ayez conscience. Et moi, la chose qui m'a gêné, c'est que le vieux, je parle du président Biya, que j'ai pris, qui a été au courant de ça, qu'est-ce qu'il a fait en tant que président de la République?
Quand je vous dis que moi, je ne veux pas continuer à me focaliser sur les petites personnes, moi, j'interpelle sa responsabilité. Après tout, nous, on ne connaît pas les Ngongo. On ne connaît pas tous ces ministres qu'il a nommés. Parce qu'ils n'ont pas sollicité les suffrages universels des Camerounais. Celui qui a sollicité le suffrage universel, et disons aux Camerounais, je veux conduire notre destin commun, c'est le président Biya. Donc, à la limite, ces gens, on s'en tape. Quand il y a une situation, qu'est-ce qu'il fait? La seule chose qu'il a fait dans mon cas, c'était d'instruire et au service secret camerounais et à beaucoup d'autres services de sécurité des enquêtes. Mais je vais vous dire ce qui se passait pendant ces enquêtes. Ce qui se passait, c'est que dès que ces enquêtes ont été instruites, donc dès que ces équipes, les équipes que le président a envoyées passaient partout pour poser des questions, appeler des gens, oui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Mais M. Ferdinand Ngongo, donc qui travaille avec lui, là-bas, au courant, informé de tout ça, de ces choses, il passait par derrière. Ça a été le cas à la PJ de Douala. Vous voyez, le secrétaire général de la présidente de la République du Cameroun qui prend son téléphone et qui appelle le directeur de la PJ, qui envoie un message au directeur de la PJ lui demandant, oui, où est-ce qu'on en est avec l'affaire Palmer. Donc il y avait des équipes derrière des équipes. Pendant que celles que le président a envoyées allaient faire leur travail d'enquête, eux, ils passaient par derrière pour venir essayer d'en savoir où est-ce qu'ils en sont exactement pour s'aborder. Alors, mais qu'est-ce que ça donnait à la fin? Il y a eu ces enquêtes. Toujours est-il qu'alors qu'il est, on me doit toujours les 568 000 euros. Ça n'a pas été remboursé. Donc, en clair, c'était l'une des enquêtes que le vieux a l'habitude de diligenter qui ne servent à rien. Et nous, on ne peut pas pardonner des choses comme celle-là. C'est-à-dire que, regardez, aujourd'hui, ça veut dire que dans ce qui s'est passé, le cadre de ce qu'on a vu en Guinée équatoriale, il y a des milliers de gens au Cameroun aujourd'hui dont les images intimes sont détenues, notamment par Émile, par Fessim et toute la clique. Pourquoi? Parce qu'il les a partagés à des gens. Il les partageait à des gens. Et il partageait à des gens pour que ça serve à quelque chose. Je connais d'ailleurs une magistrate qu'ils ont tout fait pour faire venir dans le bâtiment, faisant semblant de lui offrir un week-end. Et le but, c'était lequel? Le but, c'était d'avoir des éléments de son intimité avec lesquels il tiendrait cette dame-là, aujourd'hui. Tout ce que je vous dis là, je peux le prouver. Hein. Ça, je vous le dis. D'ailleurs, vous le savez, moi, je ne parle pas en l'air. Donc, ce qui se passe là, du côté de la Guinée, et à Malabo, aujourd'hui, sachez que nous pouvons le vivre puissance 1000. Parce que vous n'imaginez même pas, ça touche le plus haut sommet de l'État. Et quand je dis le plus haut sommet de l'État, vous avez des gens, je ne vais pas donner simplement leur nom, parce qu'ils ne m'ont rien fait, donc moi je ne m'en prends pas aux gens qui ne m'ont rien fait. Mais il y a même des gens célèbres, très connus aujourd'hui, qui alimentent ces réseaux en flux. Hein. D'autres personnalités camerounaises aujourd'hui, qui sont en prison, qui ont passé le temps à faire quoi? À placer des mouchards. Donc quand vous allez au Cameroun, faites attention, vous qui allez louer des voitures, vous qui allez dans les immeubles, dans les meublés et compagnie, faites attention. Donc il y a des personnalités qui placent des mouchards dans des voitures qu'ils louent. Et donc toute votre vie, tout ce que vous faites, on le sait. Et c'est comme ça qu'on peut vous abattre à tout moment parce qu'on sait où vous êtes. Moi, je m'en suis sorti grâce à mes connaissances, grâce à mes capacités. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la voiture que je conduisais avait un mouchard. Ça veut dire que tout ce que je faisais, et sauf que j'ai fait travailler des spécialistes qui m'ont enlevé ce mouchard très rapidement, et c'est là qu'ils ont pété les plombs. Donc, il n'y a plus moyen de savoir où il va, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est et tout. Mais sinon, on m'aurait abattu. Parce qu'en circulant avec cette voiture, pendant qu'on me cherchait, on savait exactement il a tel niveau. On m'envoyait des gens encagoulés derrière une moto qui venaient me mettre 2 balles dans la tête. Donc, pour vous dire que faites vraiment très attention. Ce que vous voyez là, qui paraît anecdotique, et ça ne doit pas l'être, parce que ça, c'est de nature à détruire un pays. Vous imaginez le nombre de familles, des mères de famille dont l'image se retrouve comme ça, là, sur la place publique. Elles sont sujettes à des suicides, elles sont sujettes à des répudiations, elles sont sujettes à ce qu'on appelle un assassination character, comme disent les Américains. Ça veut dire une destruction de réputation à vie. Comment on sort de ça?
Vous avez un mari qui va vous répudier, l'honneur de la famille a été bafoué, et puis vous êtes une femme qui a une image publique d'être adultère. Quel homme va vouloir se remettre avec vous? Ça devient très compliqué. Donc les gens n'imaginent même pas le désastre que cela représente aujourd'hui. Donc je voulais attirer votre attention pour que ce qui se passe là-bas, qu'on n'ait pas les yeux fermés. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, c'est puissance 1000. Je vous dis, je connais des personnalités, des gens même qui sont adulés au Cameroun aujourd'hui, qui ont trempé dans ce truc-là. Collectionner des banques d'images sur l'intimité des gens. Et ce qui va se passer, c'est que quand les choses vont changer, parce qu'elles vont changer bientôt, il va faire beau. Quand les choses vont changer, on réglera les comptes des uns et des autres. Parce qu'il est hors de question dans un pays qui se respecte qu'on ait des autorités, des gens de premier plan, dont la nudité circule ou alors est détenue par d'autres gens. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre pays peut être tenu au chantage. On a des gens qui sont là-haut à qui on peut faire prendre des décisions qui sont des décisions antipatriotiques contre les intérêts de notre pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus au chantage. Donc tous ces gens-là doivent être éliminés systématiquement. Je parle de ceux qui sont l'objet, qui font ces chantages-là, qui détiennent ces choses et qui sont identifiés au jour d'aujourd'hui au Cameroun. Tous ces gens doivent être neutralisés. Malheureusement, ils vont être neutralisés par qui? Puisque je vous ai dit la constitution du pays. C'est qui? C'est des petites frappes, c'est des petits voyous que le vieux nous a installés à des postes de responsabilité. Et quand on sait qu'un grand pouvoir correspond à grande responsabilité, vous prenez un pouvoir, vous le mettez entre les mains des gens bas niveau et tout, qu'à niveau, ça devient de la jouissance, ça devient comme un éléphant dans une boutique de porcelaine, ça joue et ça fait des dégâts, ça casse, ça casse. C'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur cette actualité équato-guinéenne pour vous dire, ne vous contentez pas de la regarder. Ayez un regard sur le Cameroun parce que nous n'en sommes pas loin aujourd'hui. Les triades qui ont pris le pays en otage aujourd'hui, elles sont dans cette veine-là. Voilà, elles ont exactement fait la même chose, mais en pire. En pire, parce que c'est depuis des années, c'est des stockages d'images et d'images depuis de nombreuses années. Je vous ai dit, dans tout ce qui est hôtel, meublé au Cameroun et tout détenu par ces gens-là. Donc voilà, vraiment, attention, attention. Je voulais vous alerter sur cette question. Maintenant, sur un autre plan, j'observe que beaucoup de gens rallient la cause pour laquelle nous nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois, qui était de dire les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Vous savez, moi, la vision qui est la mienne, c'est que le Cameroun, c'est une seule personne, c'est une famille. Vous voyez pas tout ce qui se passe là. Non, on est tous de la même famille. Quand vous grattez un peu le vernis, vous vous rendez compte que vous avez des liens familiaux avec des gens que vous êtes même à des années-lumière d'imaginer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'approche solutionnelle, vraiment la haine, c'est quelque chose qu'on devrait envisager, mais en dernier plan. Parce que vous avez haineux, vous allez tuer, c'est votre sang que vous avez tué. C'est à vous encore de l'enterrer. Donc, moi, j'ai opté, à mon niveau, pour faire de la pédagogie, dans un premier temps. Mais comme cette pédagogie ne marche pas toujours avec certains de nos frères arrogants, que le pouvoir a détruit, qui n'ont plus de tête, là, ils sont complètement dans l'inconscient. Vous savez, l'argent, ça rend fou. Hein. C'est au Fouet-Boigny qui disait qu'il y a plusieurs sortes de folies. Il y a la folie de quelqu'un qui avait eu de l'argent, et puis du jour au lendemain, il se retrouve sans rien. Il pète les plombs, il devient fou. Et il parlait aussi de la folie du type qui n'avait rien et qui du jour au lendemain se retrouve à la tête d'un formidable magot. Il perd aussi la tête, il pète les plombs. C'est le cas de ceux qui sont là aux affaires aujourd'hui, qui ont la quasi-certitude que les choses resteront ainsi. Mais nous savons, vous et moi en tout cas, nous qui avons l'expérience de la perte du pouvoir, parce qu'on a des amis qui ont été chefs d'État et tout, et qui aujourd'hui ne sont plus dans la gouvernance, donc on sait ce que c'est la vie de pendant et aussi la vie d'après. La vie d'après, c'est que ça ne vous prévient pas. Hein. Vous vous levez un matin, dès qu'il y a un alignement de planète et que votre temps est fini, la fameuse loi de la finitude, eh bien, peu importe ce que vous faites, même un petit gamin va venir vous dégager du pouvoir. Maintenant, votre vie d'après
dépend de comment vous avez géré le pouvoir. Si vous avez été arrogant, si vous avez menacé tout le monde, si vous avez passé le temps à faire tuer les gens, comme c'est le cas de certains de nos frères dans la gouvernance actuelle, je dis toujours certains, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. Moi, je n'en ai pas après tous les gens de Yaoundé. Au contraire, je vous ai dit qui m'a sauvé la vie. Je vous ai dit qui m'a aidé, en dehors de mes amis du gouvernement français qui ont facilité mon extradition, pas de mon extradition, mon exfiltration. Voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser, en dehors de ses amis. Mais il y a d'abord des Camerounais qui sont dans le système aujourd'hui, qui m'ont protégé, qui m'ont procuré une arme pour que je ne puisse pas marcher sans les moyens de me défendre, même si on mettait d'autres dispositifs à mon service, mais quand même. Mais c'est des Camerounais qui ont fait ça. Des Camerounais qui sont dans le système, mais qui sont révoltés par la manière dont le système fonctionne. Donc, ne faisons pas de généralisation. Disons toujours, il y a certaines personnes dans le système, et ces personnes-là dans le système, aujourd'hui, ont pourri la vie de l'ensemble du pays. Mais le deuxième sujet que je voulais qu'on traite, c'est à eux que je veux adresser ce message. Vous savez, on est au courant à peu près de tout ce qui se passe en Afrique, parce que vous ne pouvez pas vivre à Paris, être introduit dans certains milieux et ne pas avoir toute l'information, pas minute par minute, mais avoir l'information essentielle, stratégique de l'Afrique. Donc nous savons qui fait quoi, et qui envoie l'argent à gauche, qui est en train de négocier pour que son enfant ait telle nationalité, dans l'optique de la fuite, qui est en train de dealer avec Israël pour faire telle chose, qui va aux États-Unis, qui va en Irlande. On a l'information, on sait qui fait quoi. Or, moi je pense que ce n'est pas la solution. Honnêtement, la solution, et là nous entrons dans le deuxième sujet, celui de l'alternance, des tractations qui ont cours. On parlera après de la maladie imaginaire du vieux, de la mort imaginaire du vieux, pas la maladie, parce que la maladie c'est certain, maintenant la mort c'est autre chose. Je veux passer un message à ces gens, parce que ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je leur dis qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'arranger le pays, parce qu'ils n'auront pas d'autre alternative que de vivre au Cameroun. Vous allez aller où? Vous pensez que vous serez en sécurité à l'étranger? Vous n'avez pas encore vu, hein, mes amis. Vraiment, à ce niveau, créditez-moi d'une supériorité vis-à-vis de vous, parce que moi, j'ai expérimenté la perte du pouvoir. J'ai des amis qui ont été des grands dirigeants, des chefs d'État, et puis du jour au lendemain, ils n'ont plus été là. Donc, j'ai déjà géré ça, de retrouver un enfant d'un tel là-bas dont le père est pourchassé, et puis l'enfant du jour au lendemain n'a pas 100 euros pour vivre. J'ai vu ça déjà dans ma vie. Donc, après avoir vu ça, je sais que vous n'avez pas d'autre alternative que d'arranger, de contribuer à arranger le Cameroun. Vous allez faire beaucoup de conneries, mais il n'est pas trop tard. Nous sommes du même sang. On ne va pas vous cracher à tout prix. On dit que le sang de la bouche, quand on se blesse dans la bouche, il y a une partie du sang qu'on crache et l'autre qu'on est obligé d'avaler. Voilà, c'est la situation de la famille que nous sommes aujourd'hui. Vous avez fait trop de conneries, mais on ne va pas vous jeter. Donc, voilà 6 ans que je dis, arrangeons le pays. Vous ne pouvez pas avoir foutu cette merde et imaginer que cette merde, vous allez la laisser comme ça parce que vous avez les moyens, vous, de prendre des avions pour aller ailleurs. Je vais vous dire ce qui se passe. Le jour où c'est le clap de fin autour de la gouvernance du président Biya, alors vous tous là, vous serez tricards. Parce que les rapports avec les partenaires, ils changent immédiatement. Ils ne sont plus au pouvoir, ils ne sont plus rien. Des gens qui vous faisaient des salam alek hier, qui promettaient monts et merveilles, qui vous faisaient des grands sourires, attitudes différentes, ces gens-là, ils changent du tout au tout. Du tout au tout, vous n'êtes plus rien. Et en parlant de vous n'êtes plus rien, ça me rappelle quelque chose. Vous savez, Bokassa, en fin de vie, quand il va en Libye rendre visite à Kadhafi, pendant qu'il est en Libye, on l'appelle pour lui dire il y a un coup d'État, la fameuse opération Barracuda, mise en scène par Giscard d'Estaing. Et quand on l'appelle pour lui dire ah, il y a un coup d'État, hein, c'est possible que tu ne rentres plus. Il avait rendez-vous avec Kadhafi en soirée. Et Kadhafi a annulé le rendez-vous. Pourtant, il était en Libye. Il a plutôt fait recevoir par son directeur de cabinet pour comprendre un peu très bien les mécanismes. Vous n'êtes plus rien.
Ferdinand, tu ne seras plus à rien dès l'instant où, on va dire, clap de fin sur cette gouvernance. Donc vraiment, les petits airs que je vous vois cirer là-bas, il faut que vous compreniez que ce n'est que pour un temps. Or, l'après est conditionné par le maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Aucun d'entre vous n'est sympathique. Quand j'entends dire que, même quand j'ai entendu ici à Paris, où on cherche quelqu'un autour de lui, je leur ai dit de manière très claire, de ma petite voix, je leur ai dit, c'est pas la peine. Il n'y a personne de tous les enfants que le vieux a élevés qui peut lui succéder. Parce qu'aucun d'eux n'a montré la moindre empathie vis-à-vis des Camerounais. Aucun d'eux. C'est lequel? Vous pouvez me citer un qui a construit des entreprises, qui a construit des usines pour faire travailler des jeunes. Prenons même les enfants de son aire géographique. Tous là. Citez-moi un seul. Quand vous allez au sud du Cameroun, qu'est-ce que vous voyez là-bas? C'est la désolation. Vous voyez des jeunes gens qui boivent l'alcool à un certain niveau. Hein? 14-15 ans, ils ressemblent à des vieillards de 45 ans, fortement alcoolisés. Pourquoi? Parce que toute l'élite que vous voyez, et les colonels, et les ministres, et machin, aucun n'a investi un seul copec de tout ce que la République lui a donné dans sa région. D'accord? C'est ça la réalité au jour d'aujourd'hui. Donc ces gens-là, ils sont disqualifiés d'office pour être envisagés comme étant une alternative aux vieux. Moi, je leur ai dit, vous perdez votre temps. Si vous voulez faire une extension de l'AES dans le territoire camerounais, ben faites ça. Faites l'erreur de vouloir faire du Biya après Biya. Et vous verrez ce qui va se passer. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont sur une illusion. Tout le monde est, oh, le peuple camerounais, il est amorphe, oh, ces gens-là, ils ont endormis, ils sont lobotomisés. Moi-même, je le dis. Mais je le dis en sachant une autre réalité. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils sont lobotomisés parce qu'il y a un pacte secret avec les égrégores du Cameroun, passé par le président Biya. Personne ne fera plus jamais, personne n'aura plus jamais un bon saying comme celui que le président Biya a eu, où tout le monde vient, on lui donne le bon Dieu sans confession, et puis tout le monde dit, bon allez, c'est toi qui nous amènes, nous nous mettons tous, on te fait allégeance. Le pouvoir, c'est les allégeances. C'est plusieurs personnes qui font allégeance à une personne et qui lui donnent le pouvoir de les conduire. Vous voyez qui d'autre au Cameroun demain réussir le hold-up du président Biya, d'embobiner tout le monde et puis on lui dit allez c'est toi qui es notre chef et tout, au point où aujourd'hui on ne peut plus arrêter la chose, on est obligé de se fier à la fin de cycle naturel. Parce que même nos ancêtres qui ont été sollicités à l'époque, qui posaient la question, vous êtes sûr que c'est lui? On a dit oui. Vous êtes sûr que c'est lui? On a dit oui. Vous êtes sûr que c'est lui? 3 fois. On a dit oui. Même vers eux, on ne peut plus repartir aujourd'hui pour leur dire quoi que ce soit. Donc on est obligé de subir jusqu'à ce que ça finisse. Mais quand ça va finir là, ce sera fini pour toujours. Donc ici, de toute façon, ils savent, ils sont prévenus. C'est pas la peine. J'entends dire oui, un tel, un fils ou un machin, ça ne se passera pas comme ça. Le Cameroun d'aujourd'hui là, je vous jure que l'après-Biya, et si ce n'est pas le cas, reposez-moi la question. L'après-Biya ne peut être qu'un après pour un Cameroun qui s'en va vers les cimes, vers les sommets. C'est pour ça que la responsabilité de chaque membre, chaque Camerounais, chaque membre de la diaspora aujourd'hui, c'est de voir quel est le rôle qu'il peut jouer. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas aller plus bas. Ça, je vous le dis. Donc, à nos frères là, je leur ai dit, vraiment, arrangeons le pays, parce que c'est notre pays à nous tous, comme ça tout le monde pourra y vivre à l'aise, en paix. Ils n'ont pas fait. Ils ont continué l'arrogance, en tout cas, ils précèdent toujours la déchéance, à rouler des mécaniques, à tuer les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, à les neutraliser, à créer une société d'injustice, comme on le voit aujourd'hui au Cameroun, c'est même pas la peine d'aller porter plainte à quelqu'un s'il vous a fait du tort, restez juste tranquille, subissez. Ah ouais, parce que vous ne pourrez rien. Donc, à créer cette société qui est un bordel aujourd'hui, et sur la fin, ils sont en train de se rendre compte que, ah, cette société-là est invivable, mais elle ne va pas être invivable pour certains éternellement, elle va être invivable pour nous tous. Et donc, les gens envisagent des schémas où vont partir. Vous n'irez nulle part. Parce que je vous promets que dès que vous allez mettre les pieds ici, ça je vous donne ce secret-là de vous à moi, que la gouvernance est arrêtée, tous vos comptes seront bloqués. Ça je vous le dis. Aujourd'hui l'Europe est en crise. Hein. Est-ce que vous savez que beaucoup de pays européens ont du mal à faire
à 2 points de croissance. Vous pensez qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous quand on vous laisse acheter certains biens ici. Parce qu'on sait, on vous tiendra à quoi? Un petit juge d'instruction. D'abord, vous allez aller utiliser vos cartes. Bac, la carte ne passe pas. Non, il faut contacter votre banque. Ensuite, la banque, ah non, monsieur, il y a une affaire d'ailleurs, la police et tout. Et puis, un petit juge d'instruction va vous convoquer pour une histoire et de biens mal acquis et de machin et tout, menacer de vous mettre en arrestation. Et vous allez renoncer vous-même, sans que personne vous mette plus de pression. Vous allez renoncer vous-même à tout ce que vous détenez. Allez vivre maintenant en Europe sans argent. Vous voyez vivre en Europe ici, sans argent, mais vous n'aurez pas cet argent. Vous savez, il y a des gens que j'ai prévenus il y a quelques années, d'autres pays, en leur disant, je vous vois investir là, c'est bien, parce que l'Europe, c'est notre patrimoine commun. Donc en réalité, aucun Africain n'a d'intérêt à ce que l'Europe s'écroule, puisque c'est un patrimoine commun de l'humanité. C'est qui l'Europe aujourd'hui? L'Europe, c'est le Malien qui est là, c'est le Turc, c'est l'Azerbaïdjanais, c'est le gars de Singapour qui a acheté aux Champs-Élysées et tout. C'est ça l'Europe. Donc c'est un patrimoine de l'humanité, c'est un patrimoine commun. On n'a donc aucun intérêt à ce que l'Europe s'écroule. On a plutôt intérêt à trouver des possibilités de la consolider, puisque c'est l'Europe, c'est le monde, et mais tout en la consolidant, de rompre avec les schémas qui veulent que l'Afrique soit juste l'endroit où on prend la matière première pour amener en Europe. On ne peut pas continuer comme ça. On a 30 millions d'enfants qui sont assis dans les maisons à Yaoundé, à Douala, dans le Cameroun profond, à Bangassina. Ces 30 millions d'enfants, ils ont aussi le droit d'être heureux. Ils ont le droit d'aller à l'école, de pouvoir se soigner et d'avoir un travail. Ils ont le droit d'avoir une promesse républicaine qui est tenue. Donc on ne peut pas continuer. La responsabilité aujourd'hui, et ça c'est le discours que nous tenons dans les grandes instances, c'est que on jette un pont de liane entre l'Europe et l'Afrique pour co-construire le développement. C'est ça la voie de la sagesse. Parce que si on va sur des ruptures brutales, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous dites à quelqu'un qui dépend de vous pour vivre, du jour au lendemain, que non, 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 vous n'aurez plus accès à nous. Mais cette personne va faire quoi? S'il a les moyens de se débattre, s'il a les moyens d'être nuisible, mais il va utiliser sa puissance de nuisance pour vous empêcher, vous aussi, d'exister. Donc, c'est pas malin de fonctionner de cette manière. Il faut procéder autrement. Malheureusement, ce débat-là, aujourd'hui, est venu être phagocyté par des gens qui gèrent les émotions. Non, il ne faut pas gérer les émotions à un certain niveau. En matière de réel politique, en matière de géopolitique, il faut être très froid, regarder les réalités en face et puis agir en fonction des intérêts des uns et des autres. Il faut être plus pour l'alignement des intérêts. Vous voyez, j'étais dans un supermarché hier où on vend des produits africains. Et puis, je suis en train de regarder les linéaires et je tombe sur le piment, le kilo de piment. 17,90 €. Vous qui regardez à la maison, là, s'il y en a des gens qui sont au Cameroun, est-ce que vous pouvez nous dire combien coûte le piment, le kilo de piment au Cameroun? Et je vais vous dire pourquoi je vous demande ce prix-là. 17,90 € le piment. Vous savez, le piment, la production du piment, c'est un cycle de 3 fois par an. 3 fois par an. Et c'est pas très compliqué. C'est des jeunes qui se mettent en GIC, qui se mettent en coopérative, qui utilisent toutes ces terres qui sont en friche au Cameroun, qui ne servent à rien, et qui commencent à cultiver du piment, et qui envoient ce piment vers l'Europe, qui est vers le reste du monde, qui est grande consommatrice. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des millionnaires. C'est des agripreneurs qui deviennent des millionnaires. Mais observez que personne n'oriente notre jeunesse dans cette réflexion. Personne. Hein? On est sur des sujets futiles, sur la danse, sur tout ce qui peut pervertir et tout ce qui peut amener le doigt ailleurs, sur des faux débats. Le travail seul nous libérera. Ce n'est pas les slogans panafricanistes qui vont libérer l'Afrique. Ce qui va libérer l'Afrique, c'est la capacité de produire déjà ce que nous consommons nous-mêmes. Donc, on a déjà notre propre marché. C'est de produire ce que les autres consomment pour pouvoir influencer les autres marchés, rentrer des devises, avoir des monnaies qui pèsent.
Parce que la force d'une monnaie, c'est la production, c'est le taux de production qui est développé par cette économie. Si vous ne produisez rien, vous ne pouvez pas avoir une monnaie forte. Impossible. Donc il faut produire soit des biens et des services, soit des biens industriels et tout, mais il faut produire. Et c'est parce que vous produisez que vous avez une économie solide, que vous avez une monnaie qui est forte. Tout le reste, c'est des slogans. Et les gens qui viennent vendre les slogans aux jeunes Africains, ils sont nombreux, on les connaît. La plupart du temps, sont missionnés. Ils ont un agenda, ils ont un mandat. Allez, envoyez les jeunes Africains réfléchir vers des sujets qui ne permettront jamais qu'ils s'en sortent. On le sait aujourd'hui, aidés par certains de nos gouvernements. Donc, pour mes frères là, je vais sortir de ce sujet avec ça. Travaillons à arranger les choses. Je vous le dis, on a vu là dernièrement. Il a suffi que le vieux fasse sa malice et puis on les a vus s'agiter, les gens fouiller les réseaux de crypto-monnaies pour faire sortir l'argent du Cameroun sans savoir ce qui va se passer. Je vous ai déjà dit ce qui va se passer. Et je ne vous parle pas de fantasmes, je vous parle des choses qu'on a vécues avec d'autres gens. Le jour où on dit Biya, c'est fin, il n'est plus là, sachez que tout l'argent que vous avez planqué à gauche et à droite, et qui est connu, parce que vous seul vous pensez que vous êtes caché. On connaît tous vos prête-noms. Hein. Il y aura quoi? On va mettre pause dessus. Et cet argent va servir à renflouer un tout petit peu l'Europe qui aujourd'hui a des difficultés. Il faut qu'elle s'en sorte. Intégrer ça. Donc, et vous ne pourrez pas vivre en Europe sans argent. Donc, vous serez quoi? Contraint à rentrer au Cameroun, à être lynché par des gens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait preuve de prospective quand il fallait, en se disant, bon, allez, construisons un endroit bien, on a fait des conneries. Il suffit quoi aujourd'hui? Il ne suffit pas de grand-chose. Il suffit d'un seul discours et toute la donne change. Le président Biya, il annonce un 20h en grande pompe, il vient à la télévision, il dit, c'est vrai, nous avons échoué. Nous n'avons pas été à la hauteur des promesses qui ont été faites. J'en assume l'entière conséquence. Je n'ai pas été assez sévère avec les gens qui ne travaillent pas maintenant. Je dois partir. Je veux laisser autre chose. Je vous jure, un seul discours, et puis vous allez voir qu'il y aura une libération d'énergie positive sur le Cameroun et le pays va se mettre dans une autre dynamique. Mais comme ils ont laissé l'orgueil, l'arrogance prendre le pas sur la raison, ça m'étonnerait que ce soit fait. Mais c'est la seule solution aujourd'hui. Aucun de vos enfants, tout ce que vous faites là, chercher à prendre la citoyenneté européenne et tout, ça ne marchera pas. Ou alors il faudra tout ce que vous fassiez des chirurgies esthétiques pour changer de visage. Donc vraiment, notre intérêt aujourd'hui, c'est qu'on co-construise ensemble quelque chose de bien pour les générations d'après. Il y a des gens qui me reprochent souvent, oui, ou pourquoi tu parles, ça ne te valorise pas pour ton image et tout, et tout. Je leur dis, allez, si je parlais pour mon image, pour que ça me valorise, j'écouterais ce que vous dites. Mais malheureusement, je ne parle pas pour moi. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser ou pas. Je parle pour les générations d'après. Parce qu'il y aura toujours une question que ces générations nous poseront. Tout ça se faisait, quand tout ça se faisait, vous étiez là, vous avez fait quoi? Et vraiment, dans ma vieillesse, dépourvue d'énergie et tout, j'aimerais pas passer une vieillesse à me morfondre, une vieillesse de regret. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Et vous donc qui êtes silencieux depuis 42 ans, qui avez refusé de parler, qui avez refusé de dire les choses telles qu'elles sont, ça donnait quoi comme bilan? Au bout de 42 ans, votre silence complice n'a rien donné. Le pays ne va pas bien et tout est gâté pour tout le monde. Donc il faut bien des gens qui parlent et des gens qui sont au-dessus des questions de vie. Oui, parce que un type comme moi, vous imaginez bien que je ne dors pas toutes les nuits en me disant « Oh, on va me tuer. » Non, ça, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de faire ce que j'ai à faire et puis maintenant laisser le reste. Hein? Si Dieu décide que c'est le moment pour moi de partir à ses côtés, il va le décider. S'il ne décide pas, faites tout ce que vous voulez, ça ne donnera rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'en appelle encore une fois aux diasporas. Vraiment, sortez du divertissement. Sortez du divertissement, nous avons un pays à construire. Il est hors de question que j'aille à gauche, on me dise, ah oui, voilà un milliardaire camerounais qui est là. Il est milliardaire en dollars. Ah bon? Il est milliardaire en dollars. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis quand vous lui parlez du Cameroun, il dit, oh, moi ce pays-là, j'ai. Mais vous pensez quoi?
Là où vous êtes, à partir de l'endroit où vous êtes, à partir duquel vous dites, oh moi ce pays-là, mais c'est le pays des gens. Ils se sont sacrifiés eux aussi. Hein? Leurs ancêtres ont fait des sacrifices pour pouvoir construire une belle place qui aujourd'hui fait de vous quelqu'un fier d'être là. Alors vous pensez quoi? Que les murs, les montagnes du Cameroun vont commencer à ériger des maisons toutes seules sans l'apport des citoyens qui sont là? Non. Donc nous avons tous un rôle à jouer pour co-construire notre pays en mettant la haine de côté. Je vous dis, ces gens-là ont enseigné la haine, ils ont fait de notre société une société d'horreur. Mais il va falloir qu'on s'arme de pardon dans les cœurs si on veut vraiment que quelque chose de bon sorte de là. Parce que s'il faut commencer, je sais, moi-même je suis un fruit de cette haine. Aujourd'hui, j'ai des gens que j'ai du mal à imaginer que si je les rencontre, ils vont être en vie 2 secondes. Mais le niveau de conscience supérieur qui m'interpelle me dit tous les jours, avec une petite voix, mets de l'eau dans ton vin, allez, du calme, ça va aller et tout. Il faut de l'amour pour répondre à la haine que ces gens ont enseignée aux Camerounais. Donc, il faut qu'on aille vers ça. Et que les uns et les autres, qu'on soit des gens positifs, qui pensent positif pour notre pays. Mais les solutions, nous les avons. D'accord? On peut tous se mettre ensemble. Mais regardez la diaspora qu'on est. Je ne sais pas combien de millions nous sommes à l'étranger. Il ne faut même pas trop. Si vous dites même à chacun dans la diaspora là-bas, allez, vous mettez 500 francs CFA. Ne parlons même pas en euros, 500 francs CFA chacun, des millions que vous êtes. Chaque mois, vous jetez ces 500 francs quelque part dans une caisse, la caisse de sortie de notre pays des ténèbres. Appelons-la comme ça. Et tout. Vous imaginez ce que ça représente comme manne? Et on a le temps de réfléchir sur la direction qu'on va donner à notre pays après. Qu'est-ce qui va se passer là? On est là, je vois personne n'est dans des sujets sérieux. Au contraire, vous avez plutôt des gens qui vous appellent pour vous dire non, mes frères, tu vois, toi tu as beaucoup de possibilités, laisse la fête du Cameroun et tout. Voilà. Mais comment les choses vont changer si nous ne nous impliquons pas? On peut tous s'impliquer, c'est pas compliqué. C'est un problème de volonté. Une fois que cette volonté est manifestée, eh bien, je vous promets, on peut aller très très loin et très vite. Voilà. Je vais jeter un coup d'œil. Il y a quelqu'un qui dit ah ouais, merci d'envoyer des cœurs parce que c'est pas très sécurisé notre direct. Il y a Armel, il y a Corinne, elle est notre sœur de Londres, l'avocate de Londres qui a fait une brillante sortie il n'y a pas très longtemps hein, pour crier son indignation. Hein, parce que je pense que les femmes aussi, nous les hommes là au Cameroun, nous avons échoué. Hein. Ah oui, on a un bilan qui est catastrophique, on n'a rien fait. Donc aujourd'hui, je pense que les femmes doivent donner de la voix hein, pour la libération. Vous ne pouvez pas nous avoir donné la vie et être aujourd'hui spectatrice de nos assassinats, de nos liquidations, sans rien dire. Hein, parce que ce qui se passe, quand ces gens volaient de l'argent, bon, c'était choquant, mais on pouvait dire encore ça passe, mais jusqu'à ce que le vieux leur donne le permis de tuer. Oui, parce qu'ils ont désormais le permis de tuer les Camerounais. Je ne suis pas d'accord avec un tel. Allez le prendre, torturer, le mutiler, le tuer-le. Moi, c'est à ce niveau que je suis en rupture totale avec le vieux. Parce que tes gars, ils volaient. Bon, allez, on s'est dit, bon, d'accord, si tu laisses qu'ils volent, c'est toi qui vois. Mais arriver au stade de leur donner le permis de tuer où on tue des gens, et les corps font des mois à la morgue, tu sais qui a fait quoi, et tout, et puis tu ne dis rien. Tu laisses les gens balader les uns et les autres et tout. On est là. Vous rendez compte, il y a une famille qui n'a jamais fait le deuil de leur enfant. Martinez Zogo, vous pensez à ça? Hein? On voit comment on fouette des gens et tout, des sévices. Non. Il faut à un moment donné que les choses changent. Alors il y a Robinson qui nous laisse un message. Il dit ceci. Merci pour le travail d'éveil exceptionnel de conscience adressé à la jeunesse et aux parents camerounais et africains. Oui, oui, oui. Oui, on doit partager la connaissance. C'est important. On doit partager. Le manque de connaissances, voilà ce qui nous fait périr dans notre pays aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours là?
J'ai comme l'impression que mon image est figée. Si vous êtes là, merci de vous signaler et je crois qu'on va commencer à prendre au téléphone ceux qui veulent réagir. Euh, il y a un téléphone que j'ai mis, hein, 00224. Regardez sur l'annonce du direct, vous verrez qu'il y a un numéro de téléphone. Et par ce numéro de téléphone, euh, vous pouvez nous rejoindre. Euh, pour un 00224. Vous pouvez appeler à ce numéro pour qu'on puisse échanger avec vous. Mais avant, il y a Armel qui devrait nous retrouver normalement, Armel, pour que nous échangions avec elle certainement. Et là, sa part d'observation qu'elle a fait sur la société camerounaise ces derniers temps-ci, ce serait bien qu'elle partage ses observations avec nous. En attendant, je vais persister sur l'idée que la solution est dans le travail. Nous avons arrêté de travailler il y a des années. Et d'ailleurs, je ne le comprends pas. Vous savez, la raison pour laquelle Feu Aïdjo avait coopté le président Biya à l'époque, c'était que c'était un travailleur. Voilà un type qui a été à la fois directeur du cabinet civil et secrétaire général de la présidence de la République. Ce n'est pas des postes où il y a des paresseux, hein. Ouais, si on vous met là, vous devez être un fou du boulot. Entre les dossiers de l'État, les notes de renseignement qui arrivent, tout ça, vous êtes à la confluence d'un certain nombre d'activités où si vous êtes un paresseux, si vous êtes un feignant, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est quelqu'un qui, du temps d'Aïdjo, a bossé énormément. Mais dès qu'il est arrivé lui-même au pouvoir, je ne sais pas, peut-être c'est la fatigue de ce truc-là. Mais pourquoi s'accrocher? Pourquoi s'accrocher? Parce que nous, ce qu'on voulait, ce qu'on demandait aux vieux simplement, c'était aller faire nous des meilleurs castings. Mais des gens qu'il faut, à la place qu'il faut. On change un pays. Vous vous rendez compte, en 2019, on sort d'une élection querellée, et puis, bim, qu'est-ce qui se passe? On nous reconduit le même gouvernement que tous les Camerounais vomissent. Alors, il y a quelqu'un qui appelle, on va essayer de le prendre. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Est-ce que vous entendez? Oh là là, on a des petits problèmes de connexion là. Je crois que c'est quelqu'un qui appelle du Cameroun. Bon, essayez de rappeler. Je crois que ça ira peut-être mieux tout à l'heure. Donc, il y a Kléber. Bonsoir, bonsoir, cher Kléber, Jahan. C'est des gens qui sont engagés à leur niveau, hein, qui apportent des coups de pouce. Vous savez qu'il y a des gens qui appellent souvent me dire, Monsieur Palmer, comment on peut aider? Ce Kléber en fait partie, qui font des envois d'argent, hein, hein, spontanément. C'est très beau ça, de voir le niveau d'engagement qui peut exister chez certains Camerounais. C'est pour ça que je dis, évitons les généralisations. C'est pas tout le monde qui est démobilisé. Il y a des gens qui sont mobilisés. Pas plus tard que la semaine dernière, des États-Unis, des dames qui appellent, Monsieur, on voit ce que vous faites, il faut de l'argent. Mais moi, à la base, je vais vous dire, ma conception a toujours été qu'on est dans un truc sacerdotal. C'est-à-dire que c'est la part sacrificielle qu'il faut de la part de chaque Camerounais pour qu'on construise quelque chose de bien. Voilà. Mais maintenant, il y a des gens qui vont au-delà, qui disent, bon, moi, je n'ai pas les moyens de pouvoir discourir comme vous, de porter des rhétoriques. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais soutenir. Allez, je vous envoie 100 dollars. Allez, je vous envoie 200. Ils le font. Kléber Jahan en fait partie. Et j'en profite ici pour remercier cet élan patriotique pour le Cameroun. Mais maintenant, franchement, j'aimerais voir ça d'une manière structurée, où on se dit, bon, allez, on se fixe des objectifs. On a une élection qui vient dans un an. Si on arrive à l'élection, mais quel va être le rôle de cette diaspora-là? Elle va dire quoi? Elle va pas peser, alors que c'est elle qui est la sécurité sociale de l'Afrique, du Cameroun. Ben, il faut bien qu'elle pèse. Ça ne lui coûte rien, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des pistes. 1 € chacun, jeté comme ça dans un panier tous les mois, même en mode pièce jaune. 1 € de tous les millions de gens qui sont dans la diaspora. Vous imaginez ce que ça représente comme formidable man? On peut influencer énormément ce qui se fait là-bas localement. De toute façon, aujourd'hui, ce qui est dit, c'est quoi?
Ce qui est dit, c'est qu'il n'y aura pas de continuité Biya après Biya. Ça, il faut oublier. Même les partenaires internationaux, en tout cas, ils sont suffisamment sensibilisés. Maintenant, s'ils vont vouloir faire outre mesure par excès de têtutesse, eh bien, ils vont se retrouver face à un bis repetita. On va avoir un démembrement important de territoires alliés au niveau de l'Afrique centrale. Parce que ça ne peut pas continuer. Nous risquons quoi là? Je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Nous risquons d'aller vers une aggravation des replis communautaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et tout, un boulot ou je sais pas moi quoi se dit ben non, le pouvoir est chez nous, donc il doit rester chez nous. D'accord, il n'y a pas de problème. Le pouvoir va rester chez vous, mais ce sera à Sambénima ou à Ebolova. D'accord? Donc les autres aussi, chacun va refaire son propre repli chez lui et il n'y aura plus de Cameroun dans la forme actuelle. Donc s'il faut que le Cameroun reste dans la forme actuelle, on est obligé de repenser le système. On ne peut plus repartir avec un système où il y a quelques poignées de privilégiés qui s'accaparent de tout, qui sont méchants, qui ne partagent pas et qui surtout ne travaillent pas à construire le pays. J'ai vu des chiffres circuler l'autre jour sur Internet, je ne les ai pas vérifiés. En tout cas, on prend Armel et on vous revient. Allô, Armel? Oui, allô? Oui, bonjour Armel. Oui, bonsoir Morgane et bonsoir à tous les Camerounais qui sont là. Oui, on vous écoute Armel, vous êtes la bienvenue. Alors, je vais commencer d'abord par te remercier pour cette plateforme, pour ce live Facebook et même la tonalité. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce que nous vivons au Cameroun, tous les événements qui s'enchaînent, tous les épisodes d'un feuilleton qui est devenu quand même assez pesant, tout le monde est un peu exaspéré. Oui. On est exaspéré parce que on a l'impression qu'on est dans un truc, le Cameroun est comme un machin qui est suspendu et on se demande quand est-ce que ça va céder finalement. Donc, les événements récents n'étaient pas, en fait, pour nous faciliter encore la tâche. Mais pour autant, nous ne devons pas perdre espoir. Donc, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, chacun doit apporter sa pierre à cet édifice. Chacun doit mettre la main à la pâte. Parce que c'est une affaire nationale, c'est une affaire de tous les Camerounais. Oui. En fait, au fil des mois, surtout des derniers mois, les affaires se sont accumulées, les actualités sont venues s'agréger les unes aux autres. Et au jour d'aujourd'hui, honnêtement, tout le monde est un peu à bout. On est un peu désabusé par tout ça et on aimerait que ça change enfin dans ce pays. Que ça change enfin. Et même à ton crédit, hein, avec tout ce que tu fais. Donc, on a vu que ces derniers temps, en fait, les événements sont venus corroborer ce qu'on dénonce, ce qu'on décrit dans ce pays. Nous ne pouvons pas être des enfants du Cameroun et souhaiter de telles choses. Mais on est obligé de dénoncer, on est obligé en fait d'en parler parce qu'on veut que ça change. On va entendre notre son de cloche. On veut que en fait ce pays puisse enfin décoller. On ne peut pas continuer comme ça à marcher sur la tête, à voir que en fait le pays est délité dans tous les domaines, quel qu'en soit celui qu'on considère. Le problème au cœur vraiment de ce qui se passe au Cameroun, c'est un problème de gouvernance. On n'a pas d'ennemis attitrés, on n'a rien contre X ou Y, tous ces gens qui ont été amenés en fait dans ce pouvoir. Nous, notre problème, c'est une question de gouvernance. Une malgouvernance en fait qui a tout, qui a mis tout de travers. Oui. Au point où rien ne marche, on est buté d'une impasse et on se dit mais enfin il faut qu'on sorte de là.
il faut qu'on sorte de cette situation. On ne peut pas continuer comme ça. Et quand on voit comment les situations se développent dans d'autres pays, en Afrique, franchement, c'est très frustrant. Ça nous réjouit d'un côté parce qu'on se dit que bon, au moins eux, ils ont déjà pu amorcer quelque chose de positif. Mais chez nous, on a l'impression que ça stagne, ça cadre, on ne sait pas ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses à en dire. On sait que depuis longtemps, le Cameroun est un peu en pilotage automatique. Hein. On décrit la malgouvernance et tous les abus et tout ce qui se fait en toute impunité dans ce pays. Mais on sait qu'on est en pilotage automatique. Parce que quelle qu'en soit la robustesse d'un être humain, quelle qu'en soit la vigueur que tu peux avoir, au-delà de 80 ans, je dirais même 75 ans, franchement, tu ne peux plus être même à 70% de tes capacités. Même à 50%, mais c'est trop dit. Donc, honnêtement, il faut un sursaut patriotique. Il faut que ces gens se disent enfin que même après eux, ce pays va devoir continuer à faire son chemin. Ce pays va devoir se frayer une route pour décoller, pour qu'on parle encore du Cameroun, comme on en parlait il y a peut-être 40 ans ou 50 ans, où le Cameroun était sur la bonne voie, le Cameroun était un pays à revenus intermédiaires. Oui, mais aujourd'hui, toutes ces structures ont été soit privatisées, soit détruites, soit elles ont été laissées à l'abandon total. Et le Cameroun aujourd'hui est un pays à refonder, un pays à restructurer complètement, quel qu'en soit l'aspect on peut considérer. Donc, tout ce que nous voyons, tous ces excès, tous ces abus, les tortures, les litiges fonciers, le fonctionnement mafieux, tout ce qu'on voit, les gens font les choses en toute impunité. Il n'y a même plus, en réalité, il n'y a plus d'autorité. C'est comme si, en fait, chacun est un petit chef, un petit, comment dire, un petit chef d'État dans son domaine. Donc, chacun fait ce qui lui semble bon. Oui, c'est parce qu'il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité, en fait, au-dessus qui impose une discipline ou bien une conduite à suivre. Donc, le Cameroun, vraiment, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier et la diaspora camerounaise devrait être davantage consciente et sensibilisée à cette question et de se dire que comme dans les pays comme la Chine, parce que la diaspora a fait la force aussi de la Chine qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi pas au Cameroun? Donc la diaspora a une lourde responsabilité, pas parce que c'est elle qui est à l'origine des conditions de vie et de tout ce qu'on voit au Cameroun, parce que c'est elle en fait qui va donner de l'énergie, de la force, oui, à une gouvernance patriotique qui pourrait émerger pour faire repartir le Cameroun. Ça va être fait, ça va être fait, ça va être fait. Vraiment, vous soulignez cette question, on a bien compris ce que vous voulez dire. Je vous laisse conclure, Armel, et puis on poursuit. Donc, pour conclure, moi, je veux aussi un peu encourager nous tous et nous devons nous dire que la situation du Cameroun aujourd'hui n'est pas une fatalité. Si les choses sont allées si mal, si les choses vont si mal, ce n'est pas une fatalité. Nous devons en fait nous armer de courage, de patriotisme, de l'amour que nous portons à ce pays pour nous tenir prêts vraiment à nous impliquer pour la restructuration de ce pays qui doit être relevé et remis sur les rails. Donc le Cameroun a besoin de nous. Nous sommes les enfants de ce pays et nous allons devoir travailler, oui, pour redorer le blason de ce pays, pour lui redonner ses lettres de noblesse, pour qu'on ne parle plus du Cameroun rien que dans la criminalité, dans la délinquance, dans la corruption et ce genre de choses, pour que, en fait, l'honneur du Cameroun soit lavé finalement. Voilà.
Merci Armel, merci pour votre engagement et merci pour la tendresse que vous avez pour notre pays. Merci. Merci à vous. Mhm. Voilà, Armel qui a toujours le bon mot, hein, le mot juste pour quand il s'agit de parler du Cameroun. Alors je vais juste mettre de l'eau dans le vin d'Armel quand elle a dit que et ça impacte ce que nous faisons. Bien sûr que ça impacte. Vous avez vu que le vieux, il est resté longtemps à l'étranger, mais sur le temps passé à l'étranger, euh, il y a aussi, je vous avais dit que il y a quelques mois en arrière, si vous vous souvenez, je vous avais dit que il devient impossible pour le vieux de faire quoi que ce soit dans la confidentialité. Là-bas, au palais, parce qu'il est entouré d'espions, les huissiers qui sont là, et travaillent à rendre compte, à renseigner sur tout ce qu'il dit, les conversations au téléphone, et tout, les moindres actes qu'il doit prendre, et tout, sont infiltrés auparavant et détournés. Donc, ce séjour a notamment permis de travailler, on peut dire, dans la confidentialité même s'il il a fait ce qu'il sait faire le plus, hein, la malice de billage, j'appellerais ça comme ça, la malice du vieux a toujours été d'instrumentaliser les situations pour faire feu de tout bois. Donc il nous a refait le coup du mort imaginaire. Mais ce que j'ai aimé cette fois-ci, plus que les autres fois, c'est que dès qu'il a fait semblant de mourir, les Camerounais ont fait semblant de l'enterrer. Et le résultat, il a rappliqué rapidement à Yaoundé, hein, parce que ouais, on n'était pas très éloigné du pire qui aurait pu être le meilleur pour nous, de voir que finalement ce pays est libéré. Voilà, donc non, on est écouté et on est écouté là où il faut. Hein. Il faut bien en avoir conscience, on ne parle pas pour rien. Et même, j'ai été très réjoui cette semaine de voir le père Bargangélé s'indigner de l'état de nos routes. Vous savez, c'est pas à 92 ans qu'on est révolutionnaire, donc il a fallu quand même une bonne dose de courage de sa part pour pouvoir mener cette critique publique. Et quand je le dis sans animosité. Euh, c'est c'est mon papa, le père Bargagélé. J'ai une pensée pour Philomène, son épouse, ma tata. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont reproché à juste titre. D'ailleurs, on a été les premiers à lancer ce débat ici, celui de la cherté de la carte d'identité qui n'est d'ailleurs jamais produite. Donc, les détracteurs lui ont répondu ça. Oui, mais c'est toi qui dis ça. Et quid de la carte d'identité que personne n'a reçue jusque-là. Bon, c'est vrai. Mais il faut aussi du courage quand on est dans ce système-là pour dire seulement, même du bout des lèvres, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que le système est très violent. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, l'indignation n'est plus que une exclusivité des paroles contestatives de la diaspora. Non, l'indignation est aujourd'hui quelque chose qui commence à se généraliser. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'on ne parlait pas pour rien. On va prendre Kléber. Allô, cher Kléber, bonjour. Oh là là, l'appel n'a pas marché, ça passe pas. Donc l'indignation aujourd'hui a tendance à se généraliser. Alors j'avais un petit dernier mot à dire sur les rapports qu'on doit envisager avec nos partenaires européens. Euh, Kléber revient. Allô, Kléber? Allô? Allô, Kléber, vous entendez? Allô, allô? Alors, Kléber ne nous entend pas, malheureusement. Donc, je disais, les rapports qui doivent être envisagés, en tout cas, ce sera l'objet d'une autre communication que je ferai, pour vous expliquer un peu comment moi je vois les choses. Parce qu'on est en train de faire une très grosse erreur. Et cette erreur peut coûter beaucoup à l'Afrique en général. Hein. Je ne parle pas que du Cameroun là. Elle peut coûter beaucoup à l'Afrique en général si on n'est pas assez agile, assez subtil dans la redéfinition des partenariats qui sont en cours là, qui est en train de se faire. Si on n'est pas subtil, ça peut nous coûter beaucoup, beaucoup. Il faut tout sauf des gens émotifs hein, pour s'asseoir sur ces tables-là des négociations. Il faut des gens qui ont une vraie connaissance des choses du monde et puis qui ont les codes pour pouvoir mener avec maestria cette recomposition qui s'annonce.
Voilà. Kléber, n'a pas pu vous avoir tout à l'heure. Vous pouvez réessayer, hein. Et il y avait aussi quelqu'un qui nous appelait du Canada tout à l'heure. C'est peut-être le moment de vos... Il nous reste que quoi? Il nous reste 12 minutes avant de finir cette communication. L'essentiel y a été dit, il y a toujours beaucoup à dire. Sachez que la seule chose qui sépare le Cameroun du développement, c'est 5 autoroutes. Allez, bonjour, c'est notre frère du Canada. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vous écoute, cher Monsieur, frère. monsieur, monsieur Parmer, comment allez-vous? Ben, je vais très bien, et ça va toujours quand j'ai la chance de vous avoir au téléphone, parce que Oh, ben, vous êtes un puits de sagesse, et on doit s'abreuver à la ah sagesse dans oui, ces moments difficiles. c'est toujours un plaisir. Mhm, C'est toujours un plaisir. mhm, Le plaisir est partagé. mhm. Oui, donc on vous écoute alors, cher Cyril. Euh, Merci de nous oui, faire donc profiter. déjà, merci vraiment pour cette initiative, votre plateforme. Je ne cesserai de vous remercier. Mhm, Donc, déjà, merci pour l'opportunité vraiment de nous donner la parole afin de pouvoir exprimer, quand même participer ou apporter vraiment notre grain de sel mhm, à la sauce. Donc, j'aimerais rapidement parcourir les thématiques dont vous avez évoquées à l'entame de votre communication. oui. Donc, par rapport à la situation qui se passe en ce moment en Guinée, pas juste le cas de la Guinée, hein. En fait, c'est une situation qui est connue dans le monde, avec, je dirais, l'avènement des réseaux, la technologie, donc les portables connectés. Mhm, Et donc, moi, j'aimerais simplement d'abord parler du cas de notre continent, donc africain. mhm, Vous savez, la technologie, c'est à un niveau insoupçonné aujourd'hui. Moi, je crois même, je pense fermement que l'Afrique ignore le niveau où se trouve la technologie aujourd'hui. mhm, D'où on est encore en train de jouer avec des outils très, très dangereux. Et par exemple, les portables connectés comme l'Android ou iPhone. mhm, Donc, euh, la situation du Guinée, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous interpelle. Ça m'a fait un peu froid au cœur ou chaud au cœur, ou je dirais même un peu triste parce que je connais certains acteurs, certaines personnes impliquées dans cette histoire, que ce soit victimes ou et tout. Donc c'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous allons pas nous lamenter puisque vraiment c'est la mode et chaque chose va avec son temps. C'est le temps de la technologie, le temps, la connexion ou c'est l'ère hein, vraiment de la technologie. mhm, Donc, on a essayé de faire, vous avez essayé de faire un parallèle avec le Cameroun, bien entendu. C'est une situation qui gangrène en Afrique. Nous avons vu dans le passé même au Tchad, là, il y a quelques eaux gradés qui sont sortis, les histoires sont sorties comme ça. Et rapidement, ils ont essayé de contrôler. La question que j'aimerais lancer, regardez par exemple l'atmosphère africaine aujourd'hui, un peu comment les gens se fabriquent. Le pouvoir aujourd'hui est entre les mains des gens sans histoire, mhm, des gens sans parcours. Vous voyez les gens émerger comme ça, devenus subitement influents. Quand on regarde, on ne voit aucune traçabilité, aucune histoire, rien du tout sort de nulle part. mhm. Vous croyez que ces gens deviennent subitement puissants, influents? Comment? C'est grâce à ces réseaux.
C'est grâce à ces réseaux de chantage, et par exemple, on a connu des cas. Par exemple, l'affaire à Mokobelinga, avec l'assassinat de Martinez. Est-ce que vous savez ce qu'on a trouvé dans les disques durs, les lecteurs dans Mokobelinga? Non. Ces choses-là sont restées secrètes dans des réseaux aujourd'hui. Et peut-être bientôt, ça serait dehors. On a vu le cas de Babou. On a vu le cas de Longa Longa aujourd'hui. Ce sont les réseaux qui font sortir aujourd'hui les images comme ça. Dieu seul sait. La bande de données, ce que la bande de données en fait possède en termes de ces éléments, de ce genre d'éléments. Donc, moi je trouve que c'est un cas qui est vraiment préoccupant en Afrique, d'où il faudrait vraiment faire le nettoyage de ce genre de pratiques et de ce genre. Je pense que c'est une question aussi d'éducation. Il faut vraiment rééduquer les masses afin de pouvoir, je dirais, c'est l'utilisation vraiment des outils technologiques aujourd'hui qui fait problème. Mais je pense que l'Afrique n'a pas été assez éduquée. D'où l'urgence aujourd'hui vraiment d'éducation des masses au niveau de l'utilisation, pour l'utilisation des nouvelles technologies, des réseaux et tout ça, tout ce qui va avec. Donc moi je pense, comme ça c'est assez triste de voir les gens aujourd'hui bien constitués, en train de filmer des femmes, des hommes, tout ça, et c'est vraiment dégoûtant à la limite. Donc, parlons de ce qui est également intéressant, important de l'alternance de notre pays. Moi, je pense que il faut quand même que les gens regardent la vérité en face. 42 ans au pouvoir, vous croyez que ça va changer comme ça ou ça va simplement être comme ça, quelqu'un viendra, gagnerait les élections et puis prendra le pouvoir comme d'être à la bosse? Mais non. Le Cameroun a besoin de purification. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se regarde en face et qu'on le dise. Le Cameroun a besoin d'être purifié. Et qu'est-ce que je dis par là? Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Le sang va couler au Cameroun. Parce que après Biya, le Cameroun sera ingouvernable. Mais regardez ce qui se passe au Cameroun. Des gens où les gens sont en train de faire semblant de ne pas voir ou de ne pas comprendre. Mais c'est clair, pour tout le monde, le sang doit couler. Et c'est ce sang qui purifiera le Cameroun. Et le sang qui coulera, c'est le sang de ceux qui ont mis notre pays à cette situation que nous voyons tous aujourd'hui. Ce n'est pas le sang des innocents. C'est le propre sang des gens. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas échapper à cela. Ce n'est pas les hommes qui feront cela. Ce combat se fera par Dame Nature. La nature elle-même fera ce combat. Donc, et j'aimerais également profiter de votre plateforme pour tirer la sonnette d'alarme. Depuis un certain temps, plusieurs années, il y a une campagne très dangereuse contre le peuple bamléké. Et que je condamne avec la dernière énergie. Je ne sais pas quel est l'objectif derrière. Et aujourd'hui, je vois comme si l'échec ou le retard du Cameroun, il y a des officines tapis dans l'ombre qui sont en train de chercher à orienter la colère des Camerounais vers les Bamlékés comme étant les responsables de la situation du pays. Mais je dis non. Les Bamlékés ne sont pas responsables. Au contraire, si on doit prémer, on doit, comment dirais-je, reconnaître une ethnie au Cameroun, mais c'est les Bamlékés. C'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui a beaucoup fait
pour soutenir. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Les entreprises qui fonctionnent, c'est nos frères. Les artistes là, le partenariat qui signe, c'est les qui? C'est les entreprises de qui? Donc, moi, j'aimerais vraiment que cette mauvaise campagne qui n'aide pas le pays s'arrête. C'est pas bon du tout. On ne peut pas engager un mouvement comme ça. Même regarder la sortie de notre ancien Barkakele qui n'aide pas à cette situation. Et du coup, ça entre directement dans le tribalisme. Parce qu'on va directement voir ça sur ce prisme-là. L'ancien est du centre, dont Egan, et l'autre est de l'ouest, donc Bamléké. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'entreprise que les Bamléké gèrent, ou en fait que les centraux gèrent qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas qu'un problème de route au Cameroun. Il y a un problème, plusieurs problèmes qu'on connaît. On parle même de route, mais regardons d'abord même ce qui est là, l'eau, l'électricité, qu'on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'aimerais vraiment tirer cette sonnette d'alarme, de dire vraiment, cette haine qu'on est en train de préparer, moi je pense que si, je ne sais pas, si c'est le lieu ou le temps de le dire, que c'est un génocide qu'on est en train de préparer contre ce peuple-là. Mais non, il faut que cela s'arrête, parce que les mots au moins doivent être prononcés. Parce que moi je ne comprends pas subitement cette haine-là. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous le peuple, nous ne levons pas pour demander les comptes directement au peuple? Parce que nous voyons aujourd'hui que tous les postes stratégiques, c'est les gens d'une certaine région. Si au moins, ils travaillent, au moins, c'est le résultat qu'on veut. Que ce soit les extraterrestres qui viennent aux affaires au pays, nous on veut les résultats. Nous voulons le pays, nous voulons vraiment que le pays maintienne le cap qu'Aïdjo a laissé. Mais nous voyons clairement une rupture qui s'est faite. Mais il faudrait quand même qu'à un moment donné, les responsables prennent leurs responsabilités. Et ne pas essayer d'orienter la responsabilité chez d'autres. Non, c'est pas sérieux. Donc, c'était un peu mon coup de gueule pour dire aux peuples africains. Vous allez également souligner l'apport de la diaspora. Moi, je dis aujourd'hui qu'à l'état actuel, il est impossible que la diaspora soit efficace au pays. Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a cela quelques années, on était porteur d'un projet, d'une maternité gratuite au pays, de 500 lits, où les femmes viendraient accoucher gratuitement. Mais ce projet a été tué à l'œuf, dans l'œuf. Parce que nous avons estimé que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a plein d'organisations qui œuvrent pour la protection des enfants et de la femme. Et nous retrouvons encore les femmes qui ont des difficultés d'enfanter, les femmes encore en train de payer pour enfanter. Bon, nous on a estimé que peut-être qu'on devrait vraiment contribuer à cela pour faciliter, mais rendre l'accouchement gratuit. C'est un projet qui portait sur 500 lits, 10 blocs opératoires et non, je pense 5 blocs opératoires et 10 salles d'accouchement complètement gratuites. Et une banque d'habits, d'enfants et de femmes. Mais on a vu quelques gares, ils nous ont félicités, mais après, plus rien. Ça a été étouffé. Donc voilà les gars, que l'apport de la diaspora peut apporter. Mais combien de membres de la diaspora ont été complètement détournés, qui ont été complètement étouffés dans l'œuf? Donc, nous sommes également déçus. Nous ne savons pas comment nous pouvons accompagner notre pays en l'état. Donc, tant que ce système est toujours là, et ça ne va pas changer d'aussitôt,
Il ne faudrait pas juste que ces personnes-là soient aujourd'hui dégagées et que subitement les choses vont changer. Mais non, il faudra vraiment travailler à la création ou à l'éducation d'un nouveau type de Camerounais. Parce que nous voyons aujourd'hui les enfants de 10 ans, 15 ans, 20 ans, les jeunes aujourd'hui, tous ces jeunes sont compromis. Mais les qui gèrent même le pays, c'est les jeunes qui gèrent le pays, il faut qu'on le dise. C'est les jeunes qui gèrent le pays aujourd'hui et qui suivent les projets, c'est les jeunes. Les facturations, c'est les surfacturations des jeunes. Donc les jeunes sont également responsables de la situation du pays. Nous sommes également responsables de la situation du pays parce que ces vieux qui sont là, ils sont plus capables d'aller suivre les projets ou d'aller les contrôler. Ça y est. Donc d'aller les contrôler. Donc du coup, c'est des jeunes qui sont aux affaires. C'est des jeunes qui suivent les projets. Et donc quelque part aussi, on ne peut pas dédouaner la responsabilité des jeunes ou refuser de reconnaître la responsabilité des jeunes. Donc, c'est un peu ça mon coup de gueule que je pensais apporter aujourd'hui. Non, merci beaucoup. Merci pour ce coup de gueule qui est plein de vérité. On reparlera de tous ces sujets, il n'y a pas de problème puisqu'on touche vers la fin. Merci à vous pour cet appel depuis le Canada. Ok, c'est à moi de vous remercier. Ok, bon, merci beaucoup et du courage, bien du courage. Merci. Voilà, donc la question des BAMI qui est évoquée là par notre concitoyen, vous savez, moi j'en ai parlé depuis de nombreuses années aujourd'hui. Je trouvais par exemple que c'était dommage que nos frères soient mis en concurrence déloyale avec leurs fournisseurs, chinois notamment, hein, pour essayer de casser, essayer de neutraliser leur puissance de percussion. Non, il n'y aura pas de Cameroun avec des gens qui disent non, jamais un Bami au pouvoir, ça c'est n'importe quoi. Vous savez, le monsieur qui parlait tout à l'heure, c'est pas un Bamileke, c'est un Bassa. Donc non, et c'est clairement pas possible. On ne peut pas envisager le Cameroun d'après sous le prisme des ethnies qui jamais un Bami au pouvoir. C'est pas possible de penser comme ça. Et de toute façon, les choses ne se feront pas de cette manière. Nous avons besoin de tous. Et on a besoin surtout... Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça se coupe à tous les coups. Donc on a besoin de toutes les bonnes énergies pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, ils font partie de ces énergies-là qui ont participé à la construction du Cameroun. Ils font partie des grands patriotes qui ont payé le prix cher aux côtés d'autres peuples du Cameroun quand il a fallu mener la guerre d'indépendance du Cameroun. On s'en souvient tous, les zones qui ont été napalmées, ce sont celles-là. Peut-être d'ailleurs que sur le plan spirituel, l'explication qu'on peut donner au marasme que nous vivons actuellement, c'est que ce ne sont pas ceux qui se sont battus pour que le Cameroun soit libre, soit indépendant, qui sont aujourd'hui à la gestion des affaires. C'est plutôt les gens qui étaient des collabos, qui étaient contre ce combat-là de libération. C'est ces gens qui ont hérité de la gestion des choses. Donc il n'y a pas plus légitime au Cameroun aujourd'hui qu'un Bamileke ou les autres peuples qui sont battus pour l'indépendance du Cameroun, pour prendre la direction du Cameroun. En tout cas, sur un plan spirituel, c'est ce que devrait être l'ordre des choses. Voilà, les amis, je ne sais pas ce qui se passe, on ne parvient pas à voir notre frère. On va devoir mettre la clé sous le paillasson. En vous remerciant d'avoir répondu présent à cette communication. De toute façon, vous savez, elle sera bien relayée. J'avais un petit mot à dire pour tous ces gens, parce qu'ils sont nombreux, mais on leur dit pas souvent merci. Il me souvient que encerclé à Douala par la police, c'est un jeune Camerounais qui s'est mobilisé, Paul Chouta, hein, qui a pris sur lui de commencer à écrire, à alerter qu'attention, le monsieur il est encerclé par des gens, par un commando. C'est des gens comme Harold Ketch, des jeunes frères comme ça, que je ne connaissais pas, et qui ne me connaissaient pas particulièrement, qui se sont mobilisés. Il faut leur dire merci, ce sont nos amis de la police nationale camerounaise qui ont aidé, que ce soit au niveau de Douala, que ce soit au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale, pour les différentes démarches. Ce sont des gens à la présidence de la République du Cameroun. Donc il y a tous ces gens-là qui sont tapis dans l'ombre,
qui veulent que les choses changent, il faut avoir une pensée pour eux. Et c'est quand on a une pensée pour eux qu'on ne peut pas verser dans les généralisations. Voilà, on trouvera le temps de faire d'autres communications bientôt. Vous comprenez que voilà que je communique plus tout le temps pour une raison toute simple, c'est que allez, notre démarche elle est empreinte d'humilité. On considère qu'il y a un volume aujourd'hui d'offres de paroles et donc il faut laisser aussi les Camerounais écouter les autres, s'imprégner à d'autres discours, à d'autres savoirs et voilà et puis écouter aussi ce que les autres ont à dire afin de peut-être mieux mûrir ce que nous aurons à dire. Donc il n'y a pas d'obligation à ce qu'on soit dans la prise de parole systématique. Mais bon, quand il est nécessaire de dire des choses, on n'hésitera pas. Donc merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon début de semaine prochaine et puis reparlons-nous au gré de l'actualité. À bientôt.